Merci beaucoup Valérie, merci pour la première table ronde. Merci, excusez-moi, merci à vous tous. Je vais donc vous représenter avec vos titres. Émilie Petitjean, vous êtes chef de service ingénierie EPR chez EDF. Xavier Hardy, je ne vous représente pas, on vous a vu avec grand plaisir, on vous retrouve. Olivier Fréland, vous êtes responsable de la construction neuve chez Framatome. Michael Leclerc, directeur des activités de maintenance chez Réel. Et Thomas Naudin, directeur de l'exploitation et de la formation chez Honnête Technologies. Alors, donc maintenant, on va parler de maintenance. Donc, on l'a vu, l'EPR est un objet singulier sur le parc. Certains d'entre vous sont déjà présents sur les réacteurs chinois et finlandais, mais même si ce sont les mêmes machines, ce sont des règles différentes. Donc, c'est aussi une découverte, l'EPR de Flamanville. Donc, on va pouvoir voir ensemble un peu comment se passent vos opérations. On va commencer par un tour de table pour voir chacun quel est votre rapport, votre proximité avec cette machine. On va commencer par vous, Émilie. Est-ce que vous pouvez effectivement nous présenter un peu, c'est quoi un peu les règles de prescription de maintenance sur une machine comme l'EPR de Flamanville? Oui, c'est bon, ça marche. Vous pouvez passer au... Ah oui, la commande, elle est là. Hop là. Bon, il y a pas mal de choses qui ont été dites depuis le début. Forcément, on parle de l'EPR, qui est un modèle unique. On a parlé des spécificités, donc on a parlé de la maintenance, de l'exploitation. Donc l'objectif, c'est pas forcément de me répéter. Donc, par contre, il y a une chose dont on n'a pas parlé finalement. Donc c'est à la base, il a fallu qu'on prescrive finalement la maintenance préventive. On partait de zéro. On n'avait pas de règles d'exploitation d'un EPR. Il faut savoir que là, on est dans les années 2009-2010 où les premiers exploitants sont sur le projet EPR. Et il faut imaginer finalement des centaines, oui, parce qu'on en a 220 maintenant, programme de maintenance. Enfin, il faut imaginer toutes les activités de maintenance qu'on va devoir faire sur ce matériel-là, qui est soit spécifique vraiment à la technologie EPR, soit qui vient du parc, parce qu'il y a quand même des matériels communs, mais qui est utilisé d'une matière différente, forcément, parce que c'est avec un process unique. Donc pour cela, ce qui a été choisi très rapidement, c'est de passer sur la méthode AP 913. Hein. Donc c'est juste AP, c'est Advanced Process, c'est une méthode américaine qui a été utilisée et prouvée aux États-Unis. Donc l'objectif de cette méthode-là, c'est d'adapter notre maintenance et toute la surveillance de l'exploitation qui est fait notamment par les services conduite pour chaque équipement en fonction finalement de l'impact de sa défaillance sur l'exploitation de la tranche. C'est-à-dire que forcément on n'a pas de règles, donc il nous faut une méthode et cette méthode-là, on a décidé de la mettre en place. Donc elle se base principalement sur la classification des matériels. C'est quoi classifier un matériel au titre de la P913? C'est finalement lui donner un requis de fiabilité, donc qui est différent du requis de sûreté, mais vous verrez, il y a certaines choses qui se recoupent. Donc pour déterminer cette classification, on se base sur la fonction du matériel et l'analyse des conséquences de la perte de ce matériel sur la tranche, auxquelles on va ajouter des facteurs influents. Donc finalement, si je donne un peu de détails, vous avez déjà la première chose, c'est quoi l'impact de la perte du matériel? C'est on va déterminer une criticité, donc il y a plusieurs niveaux en fonction de si la perte du matériel va impacter directement la sûreté et la disponibilité de votre tranche, si vous allez avoir des impacts radioprotection environnementaux, si vous avez un impact sur une autre réglementation. Après, vous avez des matériels aussi qu'on va classer à plus faible impact, qu'on appellera économique ou alors, autre catégorie, on laisse fonctionner jusqu'à défaillance. Donc économique, ça veut juste dire que finalement, il vaut mieux maintenir votre matériel régulièrement plutôt que d'attendre sa défaillance, devoir le remplacer. Enfin, les coûts de remplacement ou de réparation sont plus importants. Et le fonctionnement du jusqu'à défaillance, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Là, on attend que le matériel tombe en panne et on prévoit plutôt des pièces de rechange et on prévoit des activités pour les changer quand le fortuit arrive. Donc une fois qu'on a classifié finalement ces matériels, forcément il faut ajouter les modes de défaillance potentiels des différents composants et à la fin, bon c'est pas magique, ça fait un peu, mais c'est plus compliqué que ça, mais c'est le principe, vous arrivez à rédiger donc 220 programmes de maintenance. Donc dans ces programmes de maintenance, on intègre une vision forcément pluriannuelle, une vision industrielle, mais qui se base toujours sur le mode de défaillance des matériels et c'est bien ça qu'il faut retenir dans l'AP 913 et donc c'est la raison pour laquelle, comme on partait de zéro, il a bien fallu trouver une méthode. Parce que, à contrario, sur le parc, les programmes de base de maintenance préventive sont principalement élaborés sur la base du retour d'expérience et donc sur les défaillances qui ont déjà eu lieu, ce que nous ne pouvions pas forcément mettre en œuvre sur l'EPR. Mais maintenant, il faut se dire que nos programmes que nous avons rédigés tiennent compte quand même du REX, des autres EPR, tiennent compte du REC de certains matériels et de certains fonctionnements du parc. Ils tiennent compte aussi des guides d'entretien des fabricants. Enfin, ils tiennent compte d'un certain nombre de données qui nous ont permis finalement de les fournir. Donc, les raisons, j'en ai... je crois que j'ai tout dit en fait dans mon truc. Donc, je peux passer. Ouais, merci.
Donc, les programmes de maintenance haute particularité organisationnelle, ils sont écrits sur le site de Flamanville 3. On ne tient pas compte de ce qu'on a entendu avant, c'est de l'effet palier, forcément. Donc, il n'y a pas de structure palier qui va rédiger nos programmes. Tout est fait sur site. On a parlé de l'ingénierie locale qui était renforcée justement sur site, donc à la fois pour écrire ces programmes, mais aussi parce que toute l'expertise matérielle spécifique est directement localisée sur le site de Flamanville 3, parce qu'il n'y avait aucun intérêt à la mutualiser et avoir des compétences nationales sur ces matériels très spécifiques qu'on retrouve sur le PR et que pour l'instant on ne retrouve nulle part ailleurs, qu'on retrouvera dans certains pour le PR2. Donc ce modèle organisationnel finalement va forcément évoluer avec le temps, mais on sait que sur le PR on continuera à avoir des matériels spécifiques qui ne se retrouveront nulle part ailleurs en France. Bon, après, j'ai voulu un peu parler de technologies qui nous avaient fait finalement adapter notre maintenance. Bon, il y a des choses qui se sont déjà dites, mais je vais quand même le préciser pour les programmes. La technologie EPR, on l'a dit, elle est entièrement numérisée. Et en plus de ça, on a rajouté des systèmes de monitoring sur des pompes ou des robinets. Les robinets, on en a parlé avant, mais les pompes, c'est pour mesurer par exemple les vibrations des pompes online. On a toutes ces données-là, finalement, que nous avons sur la tranche et qu'il faut exploiter, qu'on exploite avec la surveillance en ligne. Mais comme l'a dit Xavier avant, on ne l'exploite pas encore suffisamment. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une surveillance accrue de tous ces paramètres pour pouvoir voir depuis les bureaux de l'ingénierie comment se comporte notre matériel, à la fois pour anticiper une défaillance, donc l'objectif de la disponibilité de notre tranche, mais également pour essayer d'adapter notre maintenance et diminuer finalement ce qu'on met dans la maintenance systématique et d'avoir beaucoup plus de maintenance conditionnelle. Voilà, donc là, effectivement, on a encore beaucoup de choses. Alors, ça, c'est pas nouveau, hein. Les méthodes de diagnostic précoce des anomalies, ça existe aussi sur le parc. Par contre, la particularité sur le PR est vraiment que nous avons beaucoup plus de bases de données et de données qui nous remontent en continu et donc que nous pouvons exploiter. Donc la maintenance tranche en marche, je reviens pas dessus. Donc Sylvain l'a expliqué tout à l'heure. On a avec le concept du two room dans le BR notamment, on peut faire un certain nombre de maintenances dans le BR en puissance. Donc on a parlé de la préparation des arrêts de tranche, mais également l'entrée dans la zone de service tranche en marche pour faire de la maintenance si besoin quand vous êtes à 100% PN. Donc effectivement le concept il fonctionne très très bien. Il a été éprouvé en Allemagne, il est éprouvé là, actuellement au L3 et à Taishan. Il fonctionne bien, donc nous, Grégory l'a dit aussi, on l'utilise déjà aujourd'hui et on veut vraiment l'utiliser pour les 60 ans ou plus d'exploitation de notre tranche. C'est vraiment une des grosses particularités et d'un des gros bienfaits de cette conception très spécifique du bâtiment réacteur qui nous a coûté quand même beaucoup de béton, beaucoup d'heures d'ingénierie, de construction, enfin voilà. Donc il faut vraiment l'utiliser, ça c'est extrêmement important. Et l'autre chose, c'est la maintenance tranche en marche qui est autorisée dans le cadre du chapitre 3 DRG. On en a parlé aussi déjà avant, donc je ne reviens pas forcément en détail. Le fait qu'on ait des concepts avec 4 trains redondants de sûreté, on peut faire en fait sur certains systèmes arrêter complètement un train pendant l'exploitation de la tranche, donc hors arrêt, pour pouvoir faire de la maintenance en puissance. C'est cadré dans nos règles générales d'exploitation quand même parce que ça reste un matériel de sûreté, donc on ne peut pas l'arrêter aussi longtemps qu'on veut. Et voilà, donc tout ça c'est cadré finalement. Et aussi une dernière spécificité, mais qu'Étienne Dutheil a cité. Je reviens comme ça, je synthétise pour vraiment que vous ayez compris. La politique industrielle, finalement, sur les matériels spécifiques EPR, elle est aussi un peu particulière, étant donné qu'on essaie d'avoir des contrats spécifiques et plus long terme avec des fournisseurs, justement, de matériel spécifique pour qu'eux gardent leurs compétences, parce que nous avons vraiment besoin d'eux pendant toute la durée d'une tranche, et forcément, les contrats qu'on a l'habitude de connaître ne sont pas des contrats qui durent pendant des dizaines d'années, finalement, c'est plutôt des contrats qu'on renouvelle, des contrats à plaques, et donc là, on veut avoir des contrats spécifiques sur des très très longues durées, pour qu'ils nous garantissent dans le contrat les compétences sur nos matériels spécifiques qu'on est obligé de garder chez eux. On ne pourra pas faire sans. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci pour cette très bonne introduction à cette table ronde. Xavier, je me tourne vers vous. Alors, vous avez déjà beaucoup parlé d'optimisation de la maintenance. Je ne vais pas vous demander de répéter ce que vous avez dit. En revanche, vous ne nous avez pas parlé d'un outil qui est important, c'est l'EPROG. C'est le groupe, l'association des exploitants d'EPR. À quoi sert cet outil pour FLA ? Alors, l'EPROG, effectivement, c'est EPR Operator Owners Group. Donc, c'est un groupe qui regroupe des propriétaires, des exploitants EPR, à la fois des EPR en cours de construction, si on prend le cas d'Hinkley Point, des EPR en cours de démarrage, et le démarrage nucléaire de Flamanville 3, des EPR en cours d'exploitation, Taishan ou Kyoto. Alors, j'ai quelques slides, effectivement, que je vais vous montrer, mais ça va être rapide, hein. Il y a 2 slides. On a vu tout à l'heure qu'on avait, d'un point de vue design, on avait cherché à faire le maximum pour atteindre un haut niveau de conception et d'exploitation.
Et je dirais que ça n'est pas suffisant. Comme l'a dit Étienne, on restera un palier unique, une tranche unique, même si c'est une tranche complètement intégrée au parc. Il faut vraiment créer cette flotte EPR qui est tournée vers l'international, ce palier IPROG. Donc l'IPROG, c'est une communauté, comme je viens de le dire, entre exploitants EPR, qui est clairement indispensable pour améliorer nos performances. Bon, ça date, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein. On travaille avec nos collègues finlandais, chinois et un petit peu après anglais depuis 2015. On commence à voir le PR2 d'ailleurs arriver, puisqu'on va voir des technologies relativement proches. Et comme je l'ai dit, on est à la fois en construction et en exploitation. Donc pour nous, c'est une opportunité qui est quand même unique, mais j'aurais pu mettre unique et vraiment vitale, hein, au-delà d'unicité, hein, pour partager nos expériences qui sont communes sur les mêmes matériels. Et dans de nombreux cas, des matériels qui n'existent pas en France. Donc si on ne va pas chercher ce retour d'expérience, ben, voilà, on va subir les défaillances et on ne pourra pas la maîtriser. Et au-delà de partager l'expérience, c'est vraiment de l'entraide qu'on met entre nous au service de la performance, de manière à atteindre le meilleur en termes de performance de nos réacteurs. Alors j'ai mis un petit peu quelques exemples, hein, je dirais un peu la philosophie et des moyens pour y répondre. Un des premiers objectifs, et là c'est peut-être un peu de redite, hein, c'est vraiment partager l'expérience pour une meilleure performance opérationnelle. Donc quelques exemples, on a des partages périodiques d'expériences, donc qui se font sous forme d'audioconférences et quelques rencontres physiques. On a également des réseaux entre pairs. Alors quand je parle de pairs, c'est des ingénieurs chinois, ingénieurs finlandais, ingénieurs français, ingénieurs anglais, qui discutent sur des thématiques communes. Hier, j'étais, pour l'info, avec eux, avec des Finlandais, des Chinois et Framatome également, hein, où on discutait de l'instrumentation nucléaire, qui est très spécifique sur EPR. Donc c'est vraiment la mise en commun de personnes, je dirais, de même milieu où on partage. On a ensuite des forums, des séminaires sur les thématiques très spécifiques. Et enfin, là on pourra revenir dessus, on a également des détachements de personnel lors d'activités sur d'autres EPR. On a envoyé du monde de Flamanville 3 en Finlande, en Chine. Et là, à titre d'exemple, on a reçu hier sur Flamanville 3, pour une durée de minimum 3 mois, 2 collègues chinois, un chef d'exploitation, un ingénieur sûreté. Donc on a vraiment aussi ces échanges de personnel, et voire d'expatriation de personnel. Hein. Je parlais de 3 mois, mais ça peut aller jusqu'à 5 ans. Et enfin, ce qui est deuxième grande finalité, c'est finalement de disposer d'un réseau solide afin de définir des stratégies communes sur des problématiques communes. Ça ne veut pas dire on fait du copier-coller, on a des mêmes sujets, des sujets de préoccupation, des difficultés, des choses qu'on veut améliorer. Et l'idée, c'est de, au moins à minima, partager, hein, s'ouvrir et voir les panels des différentes possibilités. Et après, chaque pays choisit sa solution, puisque chaque pays a sa réglementation, ses champs de contraintes. Mais au moins, ce partage de stratégie permet d'orienter les solutions différemment. Donc voilà, en quelques mots, l'IPROG. Donc encore une fois, c'est quelque chose, je dirais, de vital. Et si je reviens à la maintenance, comme je disais, on est vraiment en recherche de performance. Et l'IPROG est vraiment en soutien, finalement, de la maintenance et de l'exploitation. Donc, je l'ai cité déjà un exemple, hein, j'ai commencé, quand je parlais hier, j'étais avec des collègues chinois, finlandais et anglais, et aussi des collègues de Framatome sur l'instrumentation nucléaire. On est vraiment sur des choses qui n'existent pas en France. Donc il est vraiment vital pour nous de comprendre les modes de défaillance possibles de ces matériels. L'idée, c'est d'ajuster le programme de maintenance et ne pas subir les défaillances. Hein, quels sont les signes qui nous permettraient de faire la maintenance au bon moment. C'est des raisons économiques. On ne peut pas se permettre de démonter le matériel tous les 4 ans, voire tous les 2 ans, ou je ne sais pas, ce qui est toujours défiabilisant. Et l'idée, c'est vraiment ajuster au juste milieu et ne pas subir, s'il y a vraiment quelque chose à retenir côté maintenance de ce côté-là. D'autres exemples, je l'ai cité, quand j'ai parlé d'envoi de personnel sur Flamanville, sur Taishan Okinoto, pour nous, ça a été très important. Ça rentre dans la compétence de notre personnel, donc acquérir une meilleure connaissance, une meilleure capacité à faire les gestes. Je reviens aussi sur les procédures, ça permet de les ajuster, etc., de définir quels seront les outillages spécifiques à déployer sur Flamanville 3, auxquels on n'avait peut-être pas pensé, parce que ces choses n'existent pas en France. Et identifier des risques et voir aussi identifier des bonnes pratiques. Des fois, les méthodes de travail sont différentes, ça peut nous faire gagner du temps, autant les copier et les ramener chez nous. Autre exemple que je peux également illustrer en termes de maintenance, c'est les pièces de rechange.
On rêverait tous, moi en tant que directeur technique, je rêverais avoir un EPR en pièces détachées, sur étagère. Voilà. Mais bon, après, c'est un certain coût, et je pense que le rêve ne se réalisera jamais. Donc l'idée, c'est que chaque exploitant puisse couvrir ses propres risques, bien évidemment, et pas compter uniquement sur le voisin. Donc chacun fait son évaluation des risques, dimensionne ses stocks. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir de l'entraide, parce que malgré ce dimensionnement, il peut arriver, et on a eu des cas où, malheureusement, ce risque-là n'avait pas été vu, ou peut-être que le nombre de pièces approvisionnées n'était peut-être pas suffisant. On a déjà eu des cas sur Flamanville 3, où nos collègues d'Okiloto nous ont aidés sur des phases de démarrage, on nous a envoyé un peu de matériel. Voilà. Et en retour, on a envoyé sur le dernier arrêt de tranche d'Okiloto des pièces de rechange, où effectivement, l'exploitant finlandais n'avait pas le dimensionnement suffisant. Il avait des pièces, mais pas en nombre suffisant. Donc on voit que ce réseau, on a vraiment un réseau à la fois d'échanges, partage de connaissances, partage de bonnes pratiques, recherche de performance, mais c'est aussi un réseau d'entraide. Et ça, c'est vraiment vital, je dirais, pour la maintenance et l'exploitation. Merci beaucoup, c'est très clair. On va se tourner vers quelques partenaires maintenant pour voir leur vision des choses. Je vais commencer par vous, Olivier. Framatome est déjà présent sur Taishan et sur Olkiluoto. Finalement, FLA3, c'est un EPR comme un autre pour la maintenance ou c'est une autre machine? Ça marche pas? Si, c'est bon, il est bon. Oui, donc Olivier Freland, donc Framatome. Donc je me présente juste peut-être rapidement parce que voilà, donc moi je suis rentré à Framatome, j'ai 34 ans d'expérience côté Framatome. Je suis rentré Framatome. J'ai eu la petite épisode Areva. J'ai commencé aux essais et je pense que j'ai commencé aux essais avec la boîte de vitesse de la Twingo de Grégory. Donc voilà, quand j'entends après ce que Sylvain dit, on voit bien qu'effectivement en 30 ans on a fait un step assez énorme, et donc effectivement il faut que tout le monde change. Bon, après je reste encore boîte méca moi, mais bon voilà. Donc Framatome, nous clairement c'est sûr que quand vous me dites normal business, je n'irai pas jusqu'à dire normal business, parce que c'est un enjeu, mais nous Framatome évidemment on est concepteur et fabricant de composants, et donc attends, pardon, je suis à l'envers. Ouais. Voilà, et donc on a la chance de profiter de la proximité avec la conception, le concepteur d'équipement, et donc en connexion avec le client. Et nous, côté base installée, eh bien, on assure finalement une sorte de continuité, puisque nous, on est impliqués dans les constructions. Moi, j'ai eu la chance de commencer avec l'EPR d'Olkiluoto, donc j'ai été dans les tout premiers d'être sur les chantiers finlandais. Et donc, la particularité de la base installée service maintenance, c'est qu'on a historiquement la construction aussi, l'installation des composants de la chaudière. Donc, ça fait une sorte de continuité. On est déjà présent dans la phase de construction. Dès la phase génie civil, on suit ça depuis déjà longtemps, donc il y a un attachement particulier à ces différentes tranches. Voilà. Donc voilà, donc je ne vais pas vous présenter Framatome parce que je pense que vous connaissez finalement Framatome, mais voilà, on conçoit les centrales, on fournit les équipements de la chaudière, on en fabrique les composants. Voilà, on est également impliqué dans évidemment le contrôle commande, comme ça a été dit, et ensuite on assure la maintenance de l'ensemble des différents réacteurs sur lesquels on est intervenu. Voilà, donc on est positionné évidemment un peu partout, mais c'est pas le but du jeu. Voilà, donc nous, on fait bien la liaison entre la direction technique, les composants, le contrôle commande, les grands projets, et nous, on intervient ensuite après pour s'assurer que la maintenance pourra effectivement se faire comme selon pour permettre la disponibilité des tranches et la performance attendue. Donc nous, on est bien évidemment positionnés pour aider. Alors j'ai mis quelques petits slides comme ça pour bien montrer qu'on commence quand même de très très loin. Donc on est très loin maintenant des essais de démarrage de ce qui se passe sur Flamanville. Mais Grégory, on s'était rencontrés, on était dans des images relativement identiques. Donc nous, on a OL3, Flamanville, Taishan, HPC aujourd'hui qui commence. Donc voilà, on espère bien contribuer au lien qui se fait au travers de nos équipes avec les différents partenaires, les différents clients.
Voilà. Donc nous, après, nos activités de maintenance, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, comme on est bien positionné sur le parc, on profite de ce double aspect, quoi. C'est-à-dire qu'on est positionné sur le parc, on a un certain nombre de produits, un certain nombre de solutions qui sont mises en service sur le parc. Certes, ce n'est pas les mêmes produits, ce n'est pas tout à fait les mêmes technologies, etc. Donc nous aussi, on est obligé d'évoluer. Mais clairement, on va de plus en plus vers des usinages par électro-érosion, des contrôles robotisés, des développements de procédés spéciaux qu'on met en œuvre à la fois sur le parc, sur les constructions neuves également. Donc ça permet comme ça aussi de les roder. On remplace des éléments de composants, on fait des réparations sur les composants qu'on a donc conçus, fabriqués et installés. Et on participe aux modifications. Donc là, vous avez quelques images, mais voilà. Clairement, nous, Flamanville, aujourd'hui, il est en train de démarrer. 10% de puissance, on l'a dit, voilà. Et puis, très vite, nous, on va être de nouveau continuer d'être impliqués. J'ai entendu tout à l'heure monsieur l'ASN qui dit effectivement on passe d'une phase de construction à une phase d'exploitation. C'est clair que la phase d'exploitation demande une rigueur particulière, avec une adhérence aux procédures, etc., qu'on peut perdre éventuellement dans une phase de construction où ça peut être quand même beaucoup plus chaotique. Et comme nous on y vient depuis le début là, dès la phase GC, c'est sûr que c'est pas du tout le même monde que le monde auquel on est arrivé aujourd'hui. Donc donc du coup, Flamanville va faire ses premiers essais de démarrage, atteindre la pleine puissance, etc. Et puis assez vite, on va commencer à parler en l'occurrence, remplacement d'un couvercle, qui va être une opération très significative et très structurante de l'arrêt, et puis y compris pour les différents intervenants, et donc pour nous, puisqu'on en porte une bonne partie, avec nos collègues effectivement allemands qui sont aussi sur tout ce qui est système neutronique. Donc voilà, on est également énormément impliqué dans les autres opérations de la VC1, pas simplement le remplacement du couvercle, mais également forcément, qui dit phase de construction, phase d'essai. Il y a des gestes, il faut revenir sur un certain nombre d'équipements, un certain nombre de matériel. Et donc là, on aura aussi un gros travail de levée de réserve, etc., qui va effectivement encore nous prendre beaucoup qui va nous demander une implication qui va rester permanente. Et puis, ça a été un peu dit, donc on le voit après au travers de l'IPROG, etc., etc. Clairement, comme on est sur les différents réacteurs, on a clairement une stratégie de servir l'ensemble de nos clients. Donc nous aussi, nos solutions et ou le retour d'expérience, on en est absolument preneur. On a encore des gens qui sont dans les équipes d'OL3, de Flamanville bien évidemment. HPC, on est dessus. Et donc, on a une stratégie évidemment, de s'assurer que les produits qu'on a déjà développés pour le parc, ou de nouveaux produits d'ailleurs, seront au service ou viendront compléter la gamme de services qu'on apportera aux EPR. Et ça l'apportera à l'EPR de Flamanville et tant que nécessaire aux autres EPR, évidemment. On a parlé de la compétence, et vraiment que ça va être donc on a nous aussi des stratégies de formation de personnel de façon à ce que les métiers changent, les métiers évoluent, et il faut s'adapter à ce nouvel environnement. Et nous, il faut qu'on s'adapte aussi à la disparité des spécificités quand même sur les différents produits EPR. Et puis clairement, on a également donc des LTSA, donc on a parlé de services à long terme. C'est clair que c'est très important d'avoir des services à long terme. On a la chance d'avoir des long-term service agreement, donc des services à long terme, précisément avec les tranches d'Olkiluoto, d'HPC, demain Sizewell, parce que les Anglais ils sont tellement conscients de cet aspect-là que on a à peine commencé HPC et qu'on a déjà des contrats LTSA, même pour HPC. Donc c'est quand même ça, je pense que c'est un bon exemple qu'on pourrait bien retenir. Voilà. Donc et c'est évidemment ces LTSA, ça nous permet de nous positionner sur un certain nombre de packages et puis de garantir qu'on a nous aussi un maintien dans les compétences de nos gens. Voilà ce que je pouvais un peu vous dire. Merci Olivier. Vous avez évoqué la VC1, je pense qu'on y reviendra dans les questions, ça sera un moment important. Michael,
pour Réel, c'est un peu comme Framatome, vous êtes sur tous les EPR aujourd'hui dans le monde, et dans les échanges qu'on avait eus avant cette table ronde, vous me disiez que les demandes des opérateurs étaient parfois différentes, c'était des philosophies différentes. Vous pouvez nous présenter donc, ce que vous faites et comment ça se présente pour FLA? Exactement. Merci, bonjour à tous et à toutes. Quelques mots avant de répondre précisément à la question, quelques mots sur le groupe. 3000 personnes spécialisées dans les systèmes de levage et de méditation complexes. Le groupe est organisé en 5 divisions, c'est ce qui fait aussi une richesse pour apporter des produits d'excellente qualité. Pour la partie nucléaire power, on est à peu près 550 personnes. La particularité du groupe Réel est un groupe intégré, la conception, fabrication et maintenance. Donc c'est quelque chose qui est une force aujourd'hui et pour la pérennité des équipements notamment. En termes d'expérience, on a réalisé aujourd'hui plus de 1000 arrêts de tranche sur le parc installé en France et à l'étranger. Aujourd'hui, chaque année, on réalise 460 000 heures d'intervention sur site et on a la chance d'être sur 5 paliers technologiques, du CP0 à l'EPR, ce qui est une richesse, mais aussi une difficulté à entretenir au quotidien. Et on a une formation, une école Réel Academy avec plus de 20 000 heures pour nos équipes par an sur le sujet. Si je fais la transition avec les collègues auparavant, avoir de l'expérience c'est bien, mais s'adapter à l'EPR, c'est ce qu'il va falloir faire. Parce qu'aujourd'hui, on est extrêmement rodé sur les technologies existantes, mais il faut qu'on réapprenne les choses, clairement. Nos techniciens qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, au-delà de la culture qu'on peut retrouver sur les sites, au-delà de la logistique, au-delà du vocabulaire, on retrouve beaucoup de particularités. Les exploitants ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, on est dans une nouvelle phase d'apprentissage. Juste avant... Oui, il y a la vidéo à lancer, Ouais. s'il vous plaît. Je vous propose une petite vidéo pour rentrer dans le vif du sujet, notamment sur le process de manutention du combustible imagé. Et à travers ces images, on va voir quelques différences. On va commencer par le bâtiment réacteur. Non, combustible, pardon. Donc on descend les assemblages neufs. On vient les récupérer avec le pont perche ou le Spence Fuel Mass Bridge. L'ensemble des systèmes d'éclairage et de supervision. On bascule avec le dispositif de transfert, le Fuel Transfer Facility, qu'on retrouve au bâtiment réacteur, qu'on relève. La machine de chargement qui est bien plus complexe que le parc actuel, avec un système de supervision très automatisé, un équipement vidéo qui est particulier à Flamanville, qui permet une exploitation particulièrement précise en tout cas. On arrive aussi sur une carto du cœur très automatisée. Avec des temps de réalisation entre 3 et 4 heures. Après on arrive sur les îlots hors nucléaire en tout cas. Ce qu'on sait faire dans le groupe, on arrivera sur la source froide, les tampons filtrants, les dégrayeurs. D'autres divisions du groupe s'occupent du cycle amont et aval du combustible.
Alors oui, les réels connaissent bien les EPR, notamment sur précisément le process de manutention du combustible pour les 4 tranches actuellement en exploitation ou prochainement. Sur le plan, les différences, pour revenir sur la question de base, les différences techniques, sur le plan mécanique, on va retrouver 4 machines qui ont des structures légèrement différentes du fait des spectres sismiques liés à la géographie de leurs implantations. On va retrouver aussi des compensateurs de charge mécaniques sur Olkiluoto et on est sur de la servopresse, donc l'électrique sur Taishan et Flamanville. On a des cadences machines qui sont plus importantes sur Flamanville 3 et Taishan, au-delà de 6 assemblages à l'heure en cadence moyenne, dû à des systèmes de supervision et des vitesses de déplacement X, Y et Z plus importantes, en tout cas qu'Olkiluoto 3. Donc ça, c'est les principales différences techniques. Après, c'est vraiment de la spécialité constructeur, on va dire. Voilà. Sur le plan électrique, on a tous mis une architecture Siemens de base sur l'ensemble de ces équipements-là. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire pour les différences. Donc, alors, si on a tous en tête une machine 900, on peut voir et constater que l'encombrement des machines est vraiment différent. On a doublé de volume, on a triplé ou quadruplé le nombre de capteurs. Donc, on a effectivement subi ou accepté la partie sûreté, augmentation. Et pour le maintenancier que je suis, ça complexifie effectivement beaucoup les contrôles. Et l'exploitant a effectivement beaucoup d'indicateurs pour piloter, manœuvrer, en vraiment exploiter en toute sûreté. Sur la partie maintenance, ça demande beaucoup plus de rigueur, d'interconnexion. Et les technos aujourd'hui sont malgré tout différentes. On est plutôt sur de l'informatique industrielle qu'on peut avoir sur le parc. Donc nos profils de techniciens ont évolué. On est plus sur du Bac+2 ou Bac+3. On devient sur du Bac+5 pour l'automatisme. Il faut avoir une tête bien faite pour pouvoir réaliser la maintenance de ces machines-là. Donc on est sur, je vous ai mis quelques illustrations. Réel exploite également sur OL3 la MSDG tout en bas à gauche avec des long-term service agreements où l'exploitant a effectivement conscience qu'il faut travailler de manière étroite avec les concepteurs et les industriels vu la spécificité de ces machines-là. J'ai fini aussi, j'avais promis aux équipes de faire un clin d'œil par rapport à leurs activités qui ont été assez médiatisées sur le parc. Et effectivement, la réussite en tout cas de ces prestations qui ont eu lieu sur Flamanville 3 dernièrement, c'est en partie à leurs investissements depuis au moins 3 ans sur une formation pour charger ce fameux cœur en tout cas sur Flamanville. Merci beaucoup, Michael. Et pour finir ce tour de table, Thomas, vous, la situation est différente. Honnête connaît très bien le parc. Par contre, l'EPR, c'est un objet nouveau pour vous. Qu'est-ce que vous découvrez sur cette machine ? Alors, en fait, je dirais Honnête, il intervient en fait sur l'ensemble du parc. Si je dis 2-3 mots sur Honnête, puisque mes confrères ont présenté aussi leur groupe. Le groupe Honnête, c'est 52 000 personnes. C'est un groupe familial qui fait du service. Et c'était normal qu'on adresse aussi la filière nucléaire. J'allais dire de l'amont à l'aval. L'aval, ce n'est pas encore d'actualité pour l'EPR. Par contre, l'amont, en phase, en effet, et construction, et puis après, la phase d'exploitation, est quelque chose qui, en effet, nous intéresse. En fait, on intervient dans mon unité dans la logistique. Dans la logistique, justement, avec l'AZAPET, pour vous montrer que
tout au long finalement de la vie, depuis la première pierre ou je dirais la première coulée de béton, eh bien on a grandi nous avec l'EPR et on fait de la logistique nucléaire même quand le site n'est pas encore en production nucléaire, tout simplement parce que il y a des tirs radio. Une tir radio, ça veut dire de la radioprotection et on peut mettre les protections biologiques. Après il y a du confinement par rapport, j'allais dire, à la contamination. Bon, il n'y a pas de contamination, j'allais dire, sur le PR, ou vraiment très très peu, mais ça n'empêche pas qu'on met quand même du confinement pour faire du cocooning à chaque fois qu'il y a des équipements qui sont mis. Donc ça veut dire que toutes nos spécialités qui, j'allais dire, s'expriment sur l'ensemble de la filière, elles avaient déjà du sens dans ces phases de construction. Plus le bâtiment s'agrandit, plus il faut faire des manutentions, amener à demeure. Voilà, logique nucléaire, c'est vraiment faciliter finalement tous les intervenants pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour exercer leur spécialité. Donc, on a connu cette paire des premiers bâtiments et ça a donné du sens justement à toutes ces actions de facilitation. Par exemple, le risque FME, on le connaît bien quand je dirais le site est en exploitation. Et je me souviens avec M. Hempfling avoir fait beaucoup je dirais, de visites où justement dès je dirais la mise en place d'un certain nombre d'équipements, on était très attentif à se préserver de ce risque de matériaux étrangers dans des circuits qui un jour allaient fonctionner. Ce à quoi on a aussi été confronté, c'est plus le site prenait de l'ampleur, et c'est encore là maintenant, à ce haut niveau de sûreté. Et donc nos analyses de risque intégraient de manière beaucoup plus poussée tous les risques de sûreté qu'on avait vu se mettre en place. Donc j'allais dire culturellement, on avait véritablement accompagné la montée en puissance. Et à partir du moment où on a pu intervenir lors de la construction, on est beaucoup plus facilitant. Bien sûr qu'on peut moins prendre les raccourcis qu'à l'époque où, je dirais, la structure n'était pas encore, je dirais, en exploitation. Mais on a fait connaissance, par exemple, avec ces nombreuses portes qu'il faut en effet ouvrir. On a trouvé des cheminements qui étaient particuliers. Donc voilà, notre cœur de métier qui est de faciliter l'exercice du métier des prestataires de rang 1 a pris, je dirais, toute sa puissance en, je dirais, découvrant et en progressant avec je dirais, le mode de fonctionnement du site. Donc maintenant, ça nous permet, puisqu'on va passer, je dirais, en phase de préparation des prochains arrêts, des arrêts de train, des arrêts de tranche, d'être énormément dans ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire dans de l'anticipation, de pouvoir, les avars, comme on dit parfois entre nous, les anticipables avant arrêt, de pouvoir les déployer. Une autre mission qu'on a également, et je dirais l'exploitant compte sur nous, c'est que ce site, c'est quand même un joyau. C'est un joyau dans un écrin, il est tout neuf. Je dirais, il a peu de pollution ou même de contamination, et on a ce devoir, nous, de le maintenir. Le M2EI qu'on connaît dans d'autres exploitations, je dirais, de la filière, est déjà, je dirais, une valeur forte pour justement maintenir, je dirais, dans cet état cette centrale neuve et ainsi pouvoir, avec moins de contraintes, honorer les besoins en assistance chantier qui est notre cœur de métier. Voilà un petit peu comment on a appréhendé. Donc oui, je ne vais pas vous passer toutes les diapos. Vous voyez que d'année en année, on a participé aux premières, toujours en facilitant. J'avais dit, on était en phase construction, ce qu'on appelait l'AFA, avant que ça devienne DPN. On était plutôt, dans ce cas-là, plutôt qu'un PDP, dans le PPSPS. Et on était, autant on n'est peut-être pas passé à TF1, mais en même temps, on était très fiers de pouvoir être contributeur, être facilitant pour les premiers essais à chaud, le premier arrêt de train, les premières rondes sécurité une fois que les cheminements étaient là. Donc il y a des maîtres mots dans notre métier qu'on a pu, j'allais dire, exprimer dans le cadre de l'EPR. Après, il y a aussi des évolutions d'organisation. On a vécu quand même un grand moment où il fallait quand même passer à l'exploitation. Il fallait que, je dirais, la phase construction passe la main à la DPN. Donc il y a eu, je dirais, le rassemblement, je dirais, des équipes derrière One Flat 3, qui était un grand moment de cohésion, je dirais, des humains.
Et donc, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Maintenant, on se prépare en effet à la VC1 après avoir eu un niveau culturel et une connaissance des installations qui, d'après nous, sera un atout pour gérer bien la réussir. Et on se lance dans la préparation modulaire. Enfin, on retrouve un certain nombre de rythmes qu'on a sur des centrales plus anciennes du parc et qu'on sait maintenant déployer pour cette nouvelle centrale. Merci pour ce tour de table. Bah, écoutez, vous parlez de VC1, on va tout de suite enchaîner. La VC1, elle est déjà en ligne de mire pour l'installation. Comment elle se prépare, cette VC1, cette visite complète? Qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui est prescrit? Et vous, comment vous préparez pour assister EDF? Comment c'est, Émilie? Non, je vous en prie, je pense que c'est bien. Bon, ok, merci. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, on a écrit les programmes de maintenance avec une vision pluriannuelle. Donc, finalement, la maintenance que nous allons devoir faire en VC1, qui a été prédite, elle est déjà dans les programmes de maintenance. Alors, il faut savoir quand même qu'on a déjà revisité en une année là, la moitié de nos programmes, justement en intégrant le REX des premières maintenances réalisées, le REX des premières années de fonctionnement des systèmes, parce que là, tout le monde parle des jalons de divergence et puis avant du chargement, mais finalement, nos systèmes, ils sont en service pour certains, depuis de nombreuses années. Donc la maintenance, on l'a fait déjà depuis un certain nombre d'années sur certains systèmes. Donc tout ce REX a été intégré. On a eu le REX aussi de déclinaison, parce que rédiger un programme de maintenance, après, il faut le traduire concrètement dans un document opératoire qui pourra être utilisé par des équipes de maintenance pour pouvoir faire les gestes. Et même ça, ce REX-là, en fait, quand on décline pour la première fois des programmes, on a du REX qui vient de nos équipes internes pour dire non mais attendez, ce que vous avez proposé n'est pas faisable en l'état, il va falloir faire des modifications. Voilà, donc tout ce REX finalement a été intégré. Donc ça, c'est la première étape, c'est pour ça que je me suis permis de prendre la parole. C'est déjà, il a fallu remettre à jour nos programmes. Et là, on est en train de geler le programme. Là, on y est. Là, à la fin de la semaine, les derniers programmes sortent pour dire, bah voilà, on gèle, pour dire maintenant ce qu'il faut faire en termes de maintenance. Là, je parle de maintenance en VC1. Ça y est, il est figé et on va pouvoir et les équipes commencent déjà à la décliner pour pouvoir préparer les procédures opérationnelles. Et comme on l'a dit juste avant, là, en fait, finalement, on entre dans la préparation modulaire d'un arrêt de tranche classique qu'on peut connaître sur le parc. Et justement, ces premières étapes, là, on est dans la première phase, le M0, ces premières étapes, c'est justement de gel des activités à faire. Donc, gel des activités, il n'y a pas que ça, il y a des modifications aussi, je pense. Et juste, ce serait quand, du coup, cette VC1? Voilà, on est en train de caler la date, donc je ne vais pas forcément répondre directement là. Sur le contenu de la VC1, par contre, c'est déjà effectivement bien calé. Tu as parlé des activités de maintenance, Émilie. On aura un lot de modifications relativement important. Alors ça peut paraître curieux pour une tranche qui démarre, on la modifie, et là encore, c'est l'avis d'une tranche qui démarre. Hein, J'étais sur le démarrage de Civaux et je me rappelle bien ce qu'on appelait l'état de fin de palier, le premier arrêt qui était quand même relativement conséquent derrière. Donc on aura des modifications importantes qui vont faire d'ailleurs le chemin critique de l'arrêt tranche VC1. Aujourd'hui, ces modifications sont effectivement déjà à un bon niveau de maturité, donc en complément des programmes de maintenance qui étaient donnés par Émilie. Ce que je pourrais peut-être rajouter, c'est comment tout ça s'organise. Effectivement, les méthodes de travail sont les mêmes que celles du parc. C'est du modulaire. On gèle les activités, ensuite on les ordonnance, ensuite on regarde les interactions. Donc là, on n'a rien inventé, on utilise les mêmes pratiques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est regarder ce qui s'est fait dans le passé. On peut paraître primo-intervenant, mais pas tout à fait. On a quand même fait des essais à chaud, essais à froid, essais à chaud. On a fait 2 fois des séquences d'essais proches d'essais à chaud. Donc on a quand même un certain retour d'expérience sur des phases qui ne sont pas tout à fait de l'arrêt de tranche, mais qui ressemblent. Et donc cette expérience, on la réinjecte dans la préparation. Et on a, et là je vais encore reparler de l'IPROG, hein, on bénéficie quand même d'un retour d'expérience assez fort des Chinois, des Finlandais encore plus récemment, où on a les durées d'activité, les enclenchements, et l'idée c'est de donner donner le maximum de réalisme à notre planning en fonction de ce qui a pu être fait dans des conditions d'exploitation et optimiser tout ça. Voilà. Dernier point, ça ne se fait pas tout seul, hein, on le fait avec nos partenaires industriels. Je vous laisserai peut-être compléter si vous voulez, mais dans ce cadre-là, on a déjà des accords, déjà des discussions engagées pour voir comment tirer le meilleur profit de cette préparation et réussir l'arrêt de tranche ensemble. Effectivement, si quelqu'un veut présenter comment il prépare cette étape. Pardon. Pour compléter, effectivement, c'est le cas. On a la chance d'avoir les 4
tranche EPR en maintenance. Donc on intègre le REX constructeur, ce qu'on proposera à l'exploitant de vouloir s'il veut les intégrer sur le prochain arrêt. On a effectivement des premières actions correctives et d'amélioration technique liées au chargement. On aura des premières étapes de traitement d'obsolescence également qui vont pas tarder à venir, même si on a déjà quand même traité depuis 15 ans déjà des obsolescences, pour des pièces de rechange notamment, en tout cas. Donc c'est quelque chose qui se prépare et qui est déjà en cours et qui intègre le parc EPR et aussi sur la partie conception HPC, voire Saswell en tout cas, dont on bénéficie de les études actuellement. Comme vous l'imaginez, nous, la logistique nucléaire, elle est basée sur l'émission de besoins. Donc on est vraiment dans le dialogue. Nous, c'est le service particulièrement KLD, avec qui on travaille depuis des années même. Et donc on est en train de, à partir du moment où justement le programme sera figé, de pouvoir avoir les spécifications des besoins d'accompagnement et logistique et de faire finalement intellectuellement le yo-yo entre les tranches et l'exercice de notre métier dans le cadre de la filière et voir, en connaissant bien les installations telles que je vous l'ai raconté tout à l'heure, c'est quand même notre atout d'avoir grandi avec l'EPR, et bien de voir ce qu'on va pouvoir quasiment immédiatement reproduire, au contraire intégrer les spécificités j'allais dire organisationnelles de l'EPR et même peut-être en intégrant les risques supplémentaires liés au niveau de sûreté de l'EPR. Ça peut aller jusqu'au cheminement. Il y a un moment donné, dans nos cheminements, il faut faire attention un peu aux capteurs. Je dirais, ça serait comme dommage qu'on soit à l'origine d'un arrêt automatique parce qu'un capteur a été touché. Comme je dirais, cette centrale est très sensible, et tant mieux. Il faut aussi qu'on entre ça. Donc on est vraiment dans l'anticipation, dans l'écoute, dans essayer d'avoir le mode réflexe qui va bien et après, je dirais, de le confronter avec tout ce qu'on a appris de la particularité de ce site. Et la logistique nucléaire, ça adresse énormément de facettes. Ça peut être en effet tout ce qui peut être confinement, tout ce qui peut être manutention. Il y a aussi les outillages. À partir du moment où un outillage est dans une centrale, il y reste. Donc on a géré ça. C'est pas tout de suite. La SCU va falloir travailler comme sur l'étalonnage, faire en sorte que le jour J, les outillages qu'on fournira du magasin dont on a la gestion, ils soient étalonnés et en nombre. Donc voilà, on est vraiment dans, je dirais, le mode réflexe de ce qu'on connaît et savoir l'adapter à comment ça va se dérouler. Donc cette méthode d'EDF de préparation modulaire est vraiment quelque chose d'important, parce que c'est quand même assez itératif. Et le jour J, on déroule ce qui est prévu et on a aussi une capacité, je dirais, de pouvoir accueillir des choses fortuites. C'est aussi ça qui peut être rassurant et plutôt bon signe à l'approche de cette première visite, quoi. Nous, concernant, en ce qui concerne Framatome, on a encore des équipes en place sur Flamanville. Donc des équipes qui éventuellement... Alors moi, en ce qui me concerne, elles sont plus tournées sur l'aspect primaire, vraiment la chaudière. Mais aujourd'hui, on commence à passer le flambeau de façon à ce que cette équipe se dote maintenant des compétences pour aller chercher les compléments de service qu'il faut assurer sur des réserves qui n'étaient pas dans le périmètre du montage du primaire. Voilà. Donc nous, on est en place, on est déjà présent, et puis on va monter en puissance avant la MSI, parce que nous, en fait, c'est pas tellement la MSI, enfin la MSI, évidemment que c'est essentiel, mais nous, en fait, on a déjà cette transition qui est commencée depuis déjà, on va dire, depuis déjà le chargement. Voilà. Merci. Je me permets de réagir sur un mot qui a été prononcé. Effectivement, le père a été conçu il y a plus de 20 ans. Il a l'âge qu'il a. Depuis, il y a eu une révolution numérique, il y a de la miniaturisation, il y a de la cybersécurité, il y a plein de choses. Il y a le mot obsolescence qui a été prononcé. Est-ce que le sujet de la traitement de l'obsolescence, comment il se présente? Est-ce qu'il y a une vraie obsolescence de certains matériels? Alors oui, il y a de l'obsolescence. Et d'ailleurs, ça a été cité juste avant. Si on se remémore, et c'est pour tous les grands projets, on a des appels d'offres, des commandes, etc., qui sont faites relativement tôt. Dans certains cas, sur du contrôle-commande, certains contrats ont été passés les années 2006, 2007. On est en 2024. Et sur des objets qui sont des objets digitaux, du contrôle-commande, on le voit, un smartphone ou autre chose, ça change très vite pour des questions d'amélioration, fiabilité, failles cybersécurité. On peut avoir différents sujets qui font que, de toute façon, fatalement, ce type de composant va devenir à un moment ou à un autre obsolète. C'est le cas sur d'autres composants peut-être mécaniques, avec une cinétique qui ne sera pas la même, beaucoup plus longue. Mais la partie la plus critique, c'est clairement les composants électroniques, généralement avec de l'intelligence embarquée. Ça dépend, il y a différents types de composants. Alors pour traiter ce sujet, on est complètement embarqué dans le parc. On s'appuie sur UTO.
unité technique opérationnelle d'EDF, qui gère l'obsolescence sur le parc. Donc on a cette chance d'être embarqué avec eux. En complément, ce qu'on travaille sur tout ce qui est encore plus spécifique, le contrôle-commande, sûreté, contrôle-commande normal de la chaudière, contrôle-commande de sûreté. Là, on traite, on a des dispositifs particuliers avec nos partenaires. Si je prends les deux exemples précédents, ce serait Framatome pour la partie contrôle-commande de sûreté et Siemens pour la partie contrôle-commande standard. Et on a avec eux des contrats de pérennité, donc des contrats de MCO, de maintien en condition opérationnelle. Donc ça couvre plusieurs choses. Ça couvre à la fois des volets compétences, parce que l'obsolescence, certes, c'est égal composant, mais il faut aussi savoir le réparer, savoir faire son expertise si on a une défaillance, et faire de la veille aussi pour voir d'autres choses. Donc ces contrats de pérennité, de maintien en condition opérationnelle, ont plusieurs volets. Donc un volet purement technique, c'est maintenir le composant dans son meilleur état, anticiper aussi son renouvellement. Parce que fatalement, sur le contrôle-commande, à un moment ou à un autre, on va le changer en 60 ans. Et on est déjà en train de penser sur la prochaine VD1 des changements de serveurs informatiques, par exemple. Parce qu'on sait qu'on ne sera plus pour des questions de failles ou informatiques ou tout ce qu'on veut, mais il y a différentes causes. On sera, de toute façon, il y a un aspect, je ne vais pas dire fataliste, puisqu'on l'anticipe, mais par contre, on y arrivera. Donc c'est important de travailler sur ces contrats de long terme, et Billy en a parlé, et pour le contrôle-commande, pour ces aspects obsolescence, c'est encore plus important, mais il faut tout couvrir. Voilà. Expertise, compétences, matériel, etc. Quelqu'un d'autre peut-être sur ce sujet, oui. Je dirais, de par mon métier, une remarque un peu plus globale, parce que je ne construis pas de couvercle ou de cuve, tout simplement se dire que nous, tous, là, on n'est pas devenus obsolètes. C'est-à-dire qu'on a également progressé avec la technologie. Et j'allais dire, on fait beaucoup plus de choses maintenant dématérialisées, numérisées. Donc nos métiers ont pris une certaine dynamique. Et je dirais, pour résumer, on apporte finalement ce complément de technologie à l'EPR qui, lui, en effet, je dirais, a ces pièces qui ont leur âge et puis leur création. Donc, je dirais tout ce qui peut être, si je reprends le cadre de notre métier, les PVO d'ouverture de chantier, les dossiers de réalisation, tout ce qui peut être traçabilité, parce qu'on a un devoir de traçabilité pour nourrir le REX. Maintenant, on a des photos, on peut, je dirais, avoir une vraie dynamique de big data, dont finalement profite le PR. Donc, notre upgrade, puisque c'est international le PR. Enfin, donc notre progression, nous, avec ce monde moderne, finalement, on en fait bénéficier le PR. Écoutez, je propose qu'on ouvre les questions à la salle. Monsieur, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule encore. Oui, merci. Si vous bien relever la main pour que le monsieur vous voie. C'était juste là. Pardon. Oui. Quelle est la proportion de pièces électromécaniques identiques, voire échangeables entre les 4 EPR en fonctionnement, puisque nous, FLA 3, ça devrait être bientôt. Alors, pas évident de donner un chiffre exact. Le taux est quand même assez faible, hein, pour être clair. On avait des taux de mutualisation déjà entre le N4 et le parc qui n'étaient pas, voilà, qui étaient quand même assez faibles, et c'est encore plus faible sur EPR. Alors pourquoi ? C'est qu'on a des nouveaux constructeurs, on a forcément des nouveaux matériels, donc même si on pourrait tous se dire qu'une pompe, ça reste une pompe, non, c'est plus la même pompe, parce que les normes ont changé, etc. Et on a ouvert aussi, les fabricants ont changé, hein, certains ont fait faillite, d'autres se sont regroupés, et tout ça fait que finalement le taux de mutualisation reste assez faible. Bon, je ne veux pas donner un chiffre comme ça, parce que je ne voudrais pas me tromper, donc je ne le donnerai pas. Mais d'où l'importance de trouver, je dirais, d'autres moyens de mitigation. Parce que, encore une fois, je rêverais bien d'avoir mon EPR en pièces détachées, mais je ne l'aurai pas. Donc ces moyens de mitigation, c'est vraiment travailler sur les dimensionnements au plus juste, faire des partenariats, typiquement si je prends le contrôle-commande dans les contrats de MCO, avec Siemens ou Framatome, on embarque le volet pièces de rechange. Donc c'est aussi, ça traite à la fois l'obsolescence, mais pas que. Et c'est la solidarité qu'on pourra faire avec les autres EPR si, malgré tout, avec tout ça, on n'arrive pas à le passer. Ce qui est aussi important, c'est qu'on bénéficie de l'expérience du Théo. On n'est pas tout seul, hein, et heureusement, parce que c'est quand même tout un métier, la logistique, l'approvisionnement. Et là, on a quand même une force côté EDF pour travailler avec nos différents partenaires.
Du coup, le groupe des propriétaires exploitants d'EPR peut-il jouer un rôle là, pour mutualiser justement ce stock de pièces indispensable? Alors, mutualiser, on y a songé, on n'ira pas jusque-là. Ce qu'on veut, c'est que chacun maîtrise ses risques. Il ne faudrait pas que Flamanville 3 soit le supermarché du collègue d'à côté ou inversement. Donc ça, c'est hors de question. Donc chacun, je dirais, est responsable, se prend en charge et dimensionne ses stocks. On est sur de l'entraide. Je veux dire, malgré tout, et on l'a vu, j'ai donné des exemples, même avec je dirais, les mêmes raisonnements. Voilà, il y a des réalités économiques qui fait que, tiens, on voudrait prendre 5 pièces, on va en prendre 4, parce qu'il y a un jugement d'ingénieur derrière aussi, mais on peut se tromper. Donc voilà, on sera sur de l'entraide, mais on n'envisage pas aujourd'hui un grand regroupement de pièces de rechange mutualisées pour toutes les parties. On pourra peut-être faire des choses avec Hinkley Point. Les discussions n'ont pas engagé de ce côté-là. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur cette modalité d'entraide plutôt. Si je vois une question derrière, oui. Oui, moi j'ai une question sur la VC1. Combien d'intervenants au pic sont prévus? Est-ce qu'il y a un cumul éventuel avec un gros arrêt sur Flamanville 1-2? Est-ce que le contexte local est prêt à accueillir tous les intervenants? Alors, on a structuré l'arrêt en termes d'activité. Par contre, en termes de volume de ressources nécessaires, c'est pas encore fait. Mais effectivement, aujourd'hui, dans le data rep, on tombe quand même. La marge est très étroite entre les deux VP de Flamanville 1 et 2 et notre VC1. Et c'est fort probable qu'on soit en superposition avec un de leurs arrêts. Merci. Une autre question? Oui. On va attendre le micro juste qui est derrière vous. Voilà, super. J'ai déjà posé la question tout à l'heure à Grégory. Tu as beaucoup parlé de contrôle commande embarqué. C'est le cas pour des matériels comme les diesels, les groupes froids. Je sais que sur le parc, une des problématiques qu'on a eues, c'est l'accessibilité pour l'exploitant à ces programmes qui parfois étaient en boîte noire pour l'exploitant. Et je me dis que si on veut en maîtriser l'obsolescence, éventuellement aussi pouvoir en faire des modifications d'exploitation, est-ce qu'on a cherché à dérisquer ça sur l'EPR d'un point de vue peut-être propriété intellectuelle, de se dire que voilà, en tant qu'exploitant, on doit connaître notre procédé de façon globale? Je ne sais pas si on s'est posé ces questions pour l'EPR. Oui, on se les est posées. On a cherché, on n'a pas toujours réussi à aboutir avec nos partenaires parce que c'est, dans certains cas, pour eux, c'est stratégique de garder la maîtrise et de ne pas la confier aux clients. Et donc voilà, dans ces cas-là, on a travaillé plutôt un contrat d'appui de MCO de long terme, y compris qui inclut des interventions en astreinte quand c'est nécessaire. Donc pour une bonne partie de ce contrôle commande, on a réussi à se les approprier complètement. Pour d'autres, voilà, on est pieds et poings liés, mais pour le meilleur pour le moment. Merci. D'autres questions? Le temps que vous trouviez une question, moi j'en ai une. Est-ce qu'on sait déjà quels seraient les enjeux de la VD1 pour l'EPR? Est-ce que c'est déjà réfléchi? Il faudra faire quoi sur ce réacteur qui est tout neuf? Alors VD1 dit réexamen de sûreté, forcément, hein, comme tous les réexamens de sûreté sur le parc au bout de 10 ans. Aujourd'hui, le dossier n'est pas encore ouvert, hein, mais on commence à en discuter. Là, je vous ai parlé de rénovation de serveurs, etc. Là, c'est plutôt une activité indépendamment du réexamen de sûreté. Il va falloir qu'on engage prochainement, donc ça ne sera pas cette année, hein, l'ouverture d'un dossier d'orientation, justement, pour voir quelles seront ces évolutions de sûreté à faire à cette échéance de VD1. Voilà, donc... Aujourd'hui, on commence à mettre dans le paysage, je dirais, toute cette temporalité, création du dossier d'orientation, définition des grandes options possibles. Voilà, mais on en est qu'au début. D'accord. Une question de la salle? Ah, deux au fond. Hop là. Bonjour. Ce serait quoi un bon objectif de temps d'arrêt de tranche, sachant qu'on est dans un paradoxe où on a amélioré le design et les process, mais on a aussi complexifié le nombre de pièces et de matériel? Je vais vous faire une réponse qui n'est pas forcément celle que vous attendez. Je ne vais pas vous donner un chiffre comme ça, puisque chaque arrêt est différent.
Donc à chaque arrêt, on associe des objectifs de durée, de performance. Dire un arrêt qui a un lot de modifications, ça peut être une visite partielle, je ne peux pas le comparer à l'autre arrêt si le chemin critique était fait par des modifications. Donc on est vraiment au cas par cas. Au cas par cas, on va définir quelle est la meilleure durée possible. Et ça, c'est pas Flamanville 3 tout seul qui le fait. On est dans un parc intégré avec des compétences d'expertise d'arrêt de tranche qui sont au niveau national, qui vont nous challenger, qui vont vraiment nous questionner pour tirer le meilleur profit. Donc j'ai pas une durée à vous donner, désolé. Par contre, c'est vraiment du cas par cas et l'idée, c'est de faire au mieux à chaque fois. Si. Si j'ai la dernière question, je voudrais aborder un sujet qui est le prochain, j'ai envie de dire, c'est comment se présente le bébé des essais en machine, en salle des machines. C'est une des prochaines étapes des essais actuels. Ma question, elle est un petit peu double pour faire le lien entre la conduite et la maintenance. Si on prend le retour d'expérience du palier N4 et des turbines Arabelle, il a fallu faire plusieurs reprises de réglage mécanique où il y avait des petites touchettes sur les turbines Arabelle, c'est résolu. Il a fallu adapter ici et là la régulation automatique de niveau GV par exemple et d'autres. Où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous avez intégré tout ça sous l'aspect conduite? Et puis quel a été le retour d'expérience de Taishan sur ces essais du neuvage? Je pense à l'essai d'îlotage qui va être un gros morceau qui vous attend dans quelques semaines, quelques mois. Et puis comment se comporte en termes de maintenance, en suivi de carnet de santé, le groupe turbo alternateur, aussi bien turbine, ses régulations que le condenseur ou la source froide éventuellement. Alors, on est effectivement en train de faire ces essais turbines. Alors, il nous faut de la vapeur pour le faire. Il faut savoir qu'avant le chargement, on avait fait un premier lancement turbine à 1500 tours avec de la vapeur auxiliaire, donc quelque chose d'assez rapide, mais qui permettait déjà, je dirais, de déverminer un certain nombre de sujets. Donc ça a été fait avant chargement. Nous sommes actuellement à 10% de puissance nucléaire, comme l'a dit Grégory. On a réalisé cette semaine, ce week-end et encore hier, des premiers essais turbines, donc à 1500 tours. Donc la turbine a tourné à 1500 tours. C'est pas terminé. Le couplage est prévu à 25% de puissance nucléaire, comme ça a été précisé tout à l'heure. Mais là, l'objectif, ça a été de faire tourner la turbine, voir quels sont ses réglages. Et on aura des réglages. Enfin, ça, c'est logique. Les régulations entre le primaire et le secondaire. Je dirais que ça, c'est l'avis de tout nouveau produit. Donc, on n'est pas encore au bout d'éventuelles surprises, de réglages, on l'appelle comme on veut. Ça, c'est tout à fait prévu. Mais l'idée, c'est de déverminer les sujets au fur et à mesure, de manière à pouvoir coupler à 25%. Et là, 25%, ça veut dire qu'on débite pour la première fois de l'électricité sur le réseau. Voilà, donc la bonne nouvelle, c'est que la turbine a tourné à 1500 tours. C'est ce qu'il faut retenir, mais les séquences d'essai ne sont pas terminées. Ce n'était pas nécessairement la dernière question. On peut en prendre d'autres encore. On a encore quelques minutes. Moi, j'en ai une petite, peut-être. C'est plutôt pour les prestataires. L'EPR est un objet unique sur le parc. Comment on gère, d'un point de vue ressources humaines, les équipes de maintenance qui sont spécialisées? Mickaël, vous évoquiez le fait qu'il y a une sorte de niveau plus élevé attendu je cherche le mot, des techniciens, des ingénieurs. Comment on gère cette partie ressources humaines pour cet objet un peu unique? C'est un casse-tête. C'est un objet unique, mais pas seul au monde. Donc on a pris le choix de s'organiser en fonction de cette spécificité. On a des référents EPR, que ce soit bureau d'études, méthode, techniciens, formateurs, pour ne pas tomber dans le copier-coller, mais vraiment réapprendre et construire une base documentaire propre à la machine, propre au retour d'expérience. On embarque un retour d'expérience assez fort, mais sans, en remettant tout en question finalement. Est-ce que c'est applicable il y a vraiment une réflexion systématique. On sélectionne un peu plus les techniciens avec des tests techniques à l'embauche systématiquement maintenant, notamment pour la partie technique et pour la langue aussi, de plus en plus, parce que c'est aussi une difficulté supplémentaire de faire de la technique en France, à Taishan ou à Kyoto en tout cas. Et ça, aujourd'hui, on l'a intégré
à l'instar d'EDF, on a également des maquettes de formation, des simulateurs au niveau de l'informatique industrielle qui permet de nous aguerrir un peu plus et de pratiquer un peu plus qu'une fois par an ou 2 fois par an. Donc c'est l'usage, c'est vraiment en pratiquant qu'on va devenir meilleur en tout cas. Donc c'est vraiment le côté formation qui prend le dessus. La GPEC prend tout son sens chez nous par rapport à ça. Et on se projette aussi avec les essais d'HPC en usine et sur site, en tout cas, pour aguerrir nos techniciens, pour les familiariser de plus en plus à cet environnement, en tout cas, à ces dimensions de machines. Et la phase de montage nous permettra aussi d'avoir des premières maintenances et des techniciens encore plus expérimentés, en tout cas, quand il faudra aller sur HPC et plus loin. Thomas Olivier, oui. Je dirais, pour répondre à la question, qu'il y a quand même 2 mots-clés qui sont l'ancrage territorial et la fidélisation. C'est ça qui permet finalement d'environner cet objet unique. En tout cas, les logisticiens actuellement sur l'EPR, et d'ailleurs comme sur une 2, ça fait une communauté de quasi 250 personnes. Et les 2 s'entraident bien, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase d'acculturation aux spécificités de l'EPR pour ceux qui ont les fondamentaux du nucléaire. Et il y a également eu une acculturation, je dirais, à la radioprotection pour ceux qui avaient grandi avec l'EPR sans le terme source, pour justement connaître de ça. Donc il y a un vrai suivi des compétences GPEC, des cartographies, une formalisation de cette compétence spécifique pour l'objet unique qui, je dirais quelque part, valorise ceux qui sont, je dirais, avec ce savoir-faire et les amène à accompagner durant toute sa durée de vie cet objet unique. Donc voilà, un ancrage territorial et une fidélisation, c'est quand même le maître mot pour, je dirais, savoir accompagner cet objet unique. Et Olivier, peut-être? Juste, effectivement, parce qu'on dit objet unique, mais certes, il a ses spécificités, et donc il est un peu unique. Mais clairement, il y a un programme qui s'annonce aussi, qui va devenir réalité aussi, donc avec 6, voire 6 plus 8 EPR2. Nous, en l'occurrence, il y a des similitudes quand même sur un certain nombre d'équipements, etc. Donc nous, clairement, la montée en puissance de toutes les équipes, elle se fait avec également cet horizon-là. Et évidemment que les EPR en service en sont aussi le tremplin pour aller vers ce qui nous attend après, plus tard. Donc c'est un vrai enjeu, en nombre, en qualité, ça c'est clair, c'est un vrai enjeu, mais c'est parfaitement, en l'occurrence, nous, c'est notre survie aussi. Je me retourne une dernière fois vers la salle pour une ultime question cette fois-ci. Non, visiblement on va s'arrêter là. Merci beaucoup, merci pour vos interventions. Merci à vous.